Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Épisode de juin. Salut à tous, c'est Olivier Audou avec vous. Et dans ce numéro, on va faire le tour de l'actu radio du moment. Rémi Bertolon nous parlera du beau succès des radios de Energy Group cette saison. Julien Vigier, lui, nous partagera ses carnets d'écoute avec notamment le Morning d'Évasion et aussi 3 podcasts. Les 6 et 7 juin, c'est le retour de la fête de la radio. Rémi est allé interviewer Hervé Gaucho, membre de l'Arcom, pour nous parler du programme de cet événement. Enfin, le syndicat des radios indépendantes, le CIRTI, a tenu son assemblée générale le mois dernier. On accueillera son président, Christophe Schalk, qui nous parlera de la feuille de route du CIRTI, notamment dans le cadre de la nouvelle loi sur l'audiovisuel et du livre blanc à venir de l'Arcom. Des ondes Vocast. Et pour commencer cette partie actu, retour sur notre interview du mois dernier. Nous avions reçu Silviano Marchione, directeur de Feu le Studec. Beaucoup de réactions suite à cette interview. Plusieurs élèves ont tenu à nous dire qu'ils n'avaient pas été informés des difficultés de l'école jusqu'à la toute fin, générant chez eux une grande frustration, en plus de la perte financière subie et du besoin de se réorienter dans l'urgence. Nous rappelons que M. Marchione, le mois dernier, a dit qu'il faisait actuellement tout son possible pour recouvrir des subventions afin de rembourser les créanciers du Studec, dont notamment les élèves et les professeurs. Nous avons d'ailleurs interrogé quelques professeurs qui nous ont effectivement confirmé ne pas avoir été payés pour les cours donnés durant le premier trimestre. Enfin, vous, les auditeurs du podcast et beaucoup de professionnels de la radio, nous ont remerciés d'avoir évoqué ce sujet de la faillite du Studec, qui était relativement passé sous les radars. L'émotion provoquée par cet événement est aussi liée à ce qu'a représenté cette école pour l'industrie radio au cours des 30 dernières années. Alors, nous souhaitons bon courage et bonne chance à tous ceux qui ont été impactés par cette faillite. Nous verrons d'ailleurs dans notre interview du CIRTI un peu plus tard que le syndicat des radios indépendantes travaille sur une voie de formation au métier de la radio. Des ondes Vocast. Et dans le Zoom Actus de ce mois-ci, il y a eu beaucoup d'actu, notamment avec la nouvelle loi audiovisuelle en cours de discussion. Elle contient notamment le projet controversé de fusion de Radio France avec France Télévisions, porté par la ministre Rachida Dati, et qui a provoqué une grève chez Radio France. Et il y a aussi dans cette loi le retrait du plafond publicitaire de Radio France, qui ne sera désormais que dans son com. Nous parlerons de ces sujets très sensibles avec Christophe Schalk du CIRTI dans la dernière partie de cet épisode. L'actu le mois dernier, ça a aussi été la mise à pied de Guillaume Meurice, qui, pas avare en provocation, a remis le couvert avec sa blague controversée sur Benyamin Netanyahou. Chez Lagardère, on a eu cette nomination surprise d'Alain Liberty à la tête des radios musicales Europe 2 et RFM. On imagine que les mauvais résultats de Europe 2 ont conduit à cette réorganisation. En tout cas, c'est une belle promo en national pour ce pur produit des radios indépendantes qui était déjà en charge des affaires institutionnelles de Lagardère News et aussi directeur d'antenne d'Europe 1. Désormais donc pour lui un portefeuille élargi directement sous la présidence de Constance Banquet. Des ondes Vocast. Et puis le mois dernier, on a eu aussi la mise en examen de Koé d'une manière assez sévère, avec une interdiction d'exercer son métier d'animateur radio. Donc, a priori, sa rentrée radio sur une nouvelle station semble compromise. Et je profite de ce sujet pour accueillir Rémi Bertolon. Rémi, tu produis et animes le duo en voice track Rémi et Jam, qui va commencer sa 4e saison en septembre. Et ce mois-ci, tu voulais réagir à tout ce bruit autour des ennuis de Koé, qui cache quand même de belles performances pour le groupe Energy. Oui, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai quand même l'impression que l'affaire Koé nous dévie d'une analyse intéressante concernant le groupe Energy et de cette superbe saison qu'ils sont sur le point de clôturer. Alors du côté de la Panthère, l'après-Koé semble-t-il plutôt bien géré au vu des audiences. Koé étant présumé innocent, nous on apprécie juste le management de l'événement. On continuera à suivre les audiences et l'évolution de la grille. On ne sait pas si au final à la rentrée prochaine, le drive sera aussi musical que ça.
Le 1 c'était Artemas, le 2 c'était Lily Swims. Je vous annonce qu'à 58% des voix c'est Artemas qui remporte cette battle, donc ça on va se l'écouter tout de suite. Bonjour, c'est qui? C'est Clémence. Clémence, tu sais que t'as eu beaucoup de chance. Ben ouais, je suis trop contente. T'écoutais la radio ou pas? En débouchant, j'ai dit je vais jouer, j'essaye. Depuis le temps que je vous écoute, je suis trop contente. Bah tu vois, comme quoi faut le faire. T'es où en France, Clémence? J'habite à Fontenay, en Charente. Très magnifique en plus, ça c'est Charente-Maritime, c'est parfait. Clémence, j'ai une très bonne nouvelle, je t'envoie à la maison la PS5, c'est gagné. Oh putain, c'est pas vrai. Super. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Merci 1000 fois. J'attends ma fille qui finit son cours de poney. Ah donc t'es au centre équestre là? Oui, voilà. Magnifique, bah elle va descendre de Tagada, elle aura une PS5. Voilà, c'est parfait. Ah ouais, c'est clair, avec son frère, ils vont être Gros trop bisous. contents. Mais au-delà de ça, il y a actuellement 3 réussites qui valident une belle saison pour le groupe Énergie. Alors pas besoin de dire que les audiences de Nosta sont au mieux, tous les voyants sont au vert. C'est pas un hasard si Nostalgie cartonne. La programmation musicale a longuement été travaillée et le morning avec Philippe et Sandy est vraiment, vraiment sympa. Donc beaucoup de professionnalisme face à une concurrence qui se cherche quand même pas mal. Les amis, c'est la journée mondiale du bricolage. En grande bricoleuse, Sandy, tu nous emmènes faire un tour dans ta caisse à outils. Eh oui, ce matin, dans ma caisse à outils, déjà, il y a une clé de 12. Alors oui, vous allez me dire, ça sert à quoi, la clé de 12? Bah, je vous le dis clairement, à rien, parce que à chaque fois que je dois serrer un boulon, moi, il me faut une clé de 8 ou une clé de 16, mais jamais une clé de 12. Il y a également l'évolution du format Chéri FM, validé là aussi par les audiences. On était d'ailleurs dans les premiers à vous parler de ce travail autour de la programmation musicale. Historiquement, tous les changements sur Chéri FM se sont terminés par un échec et un rétro-pédalage. Mais là, ça a l'air de prendre vraiment. Garder son ADN féminin, se rapprocher des villes avec un côté peut-être un peu plus urbain dans la prog. On note là aussi une démarche, beaucoup de pédagogie auprès des auditeurs. Au fur et à mesure des changements et de l'avancement de la nouvelle programmation musicale, on a pris le soin de lui expliquer où on allait. Bref, Chéri FM, c'est feel good. Comme vous. This is Dua Lipa. Ils ont choisi Chéri FM. Bonjour, c'est Claudio Capéo. Chéri FM pour moi, c'est une grande famille, c'est des gens qui sont super sympas, c'est de la bonne musique, feel good toute la journée. On est encore ensemble, on repart en tournée ensemble et l'histoire avec Chéri FM et moi a duré très longtemps encore. Chéri FM. Feel good music. Et puis la 3e réussite de la saison au sein du groupe Énergie. Et là, vous me voyez arriver, c'est Rire et Chanson. Alors, ce qui m'interpelle particulièrement dans la réussite de cette radio, c'est la diversité des humours qu'on peut retrouver dans la matinale avec Robles. On peut facilement, suivant les sketchs et les vannes des chroniqueurs, passer d'un humour potache à de l'humour noir, avoir des références sur l'actu politique aussi, en sachant que maintenant, généralement, dans les matinales, on est sur de l'humeur et pas de l'humour. Bravo à Rire et Chanson qui nous prouve qu'on peut se marrer à la radio. Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Tous les jours à la nuit, Marceau refait l'info. On commence avec Gérard Depardieu qui aurait frappé un photographe à Rome. L'acteur français attablé avec sa compagne à une terrasse aurait asséné 3 coups de poing aux paparazzi venus les photographier. Président Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et chacune et chacun. Alors maintenant, vous comprenez à présent pourquoi j'ai défendu jadis Gérard Depardieu. C'est évident. Non. On est tous les deux, on a tous les deux une grande passion pour la boxe. C'est tout. Oui, d'accord. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, pousse un coup de gueule contre tous ceux qui fustigent les JO. Je la cite, ras-le-bol de tous ces peines à jouir, ras la casquette. C'était ce mercredi lors du Conseil de Paris. Notre spécialiste politique, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Bruno Robles. Elle a bien utilisé ces expressions, oui. ras-le-bol et ras la casquette. Avec Anne Hidalgo, on a l'habitude qu'il y ait des rats un peu partout. Non, Laurent Ruquier, non. Ça fait un peu jeu de mots, Laurent Ruquier. Oh, ça suffit. Voilà, donc ça tourne plutôt bien pour les radios du groupe Énergie. Petite dédicace quand même pour vous les animateurs et journalistes en région, sur Nosta, sur Chéri, sur Énergie. On ne vous oublie pas. Et d'ailleurs, on reste chez Énergie. Tu nous as trouvé 2 petits extraits. C'est notre zapping du mois. Et oui, Olivier, effectivement, 2 zappings qui viennent du groupe Énergie. Premier extrait, on est chez Manu sur Énergie le matin. Lévy qui a décidé de célébrer la Saint-Denise en accueillant plein d'auditrices qui s'appellent justement Denise. Je pense qu'on a la doyenne des Denise. Denise. Ah oui. Bonjour. Bonjour, toute l'équipe de Manu. Vous êtes sympa. Je vous écoute dans la voiture. J'ai 80 ans. Wow.
80 ans dans la voiture? Mais t'es passager ou tu conduis? Ah, moi je conduis. Descends de la voiture. Et j'habite à Saï-sous-Couzan, le pays des Méchaqués. J'ai l'impression d'être sur France Bleu. Quel beau pays, Denise. Merci beaucoup de nous appeler de cette région que nous adorons. Ah oui. Merci. Toutes les Denises, vous êtes là? Oui, mais moi j'ai pas été appelée. Mais si. On vient de t'avoir au téléphone. Et voilà Manu qui a l'impression d'être sur France Bleu. Ça marche aussi avec de l'autodérision. Cette fois-ci, on rejoint la matinale nostalgie chez Philippe et Sandy qui accueille un auditeur pour un jeu. Et c'est Philippe qui fera un petit trait d'humour. En T comme tutu. D'après le tube de Mylène Farmer, maman a... tutu, non? Maman a tutu. Oui, on peut avoir un tutu. Maman a tutu. Maman. 2. Elle a des bottes. 3. Non, c'est maman a tort. Peut-être vous connaissez pas, vous êtes un peu jeune, Yanis. Pardon. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que vous... bien bercé quand même. Peut-être c'était énergie que vous vouliez joindre. Vous êtes peut-être trompé. Vous êtes chez les vieux, là. Non. Voilà, c'était sur Nostalgie. Alors, si vous entendez des animateurs ou des journalistes comme ça faire des petits clins d'œil sur les radios concurrentes, vous nous mettez tout ça sur les réseaux sociaux. Il suffit de nous mettre le nom de la radio concernée et l'heure de diffusion. Merci Rémi, on te retrouve tout à l'heure pour parler de la fête de la radio avec Hervé Gotcho de l'Arcom. Des ondes Vocast. Et comme chaque mois, c'est l'heure des tant attendus carnets d'écoute de Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Tu diriges la société de production audio VO2X. Et d'ailleurs, bravo, j'ai vu que vous alliez emménager dans des nouveaux studios à Toulouse. Ça a l'air très sympa. Alors le mois dernier, tu étais allé à Nantes pour écouter le morning de It West. Et ce mois-ci, direction la capitale. En région parisienne, pas Paris, puisqu'il s'agit d'Évasion, la radio dont on va parler. Évasion qui émet tout autour de Paris, mais pas encore à l'intérieur. Elle a donc son morning, je l'ai écouté, c'est Mathieu et Émilie, bravo à eux, c'est très bien, c'est très agréable. Beaucoup de musique pour ce morning, moi je les aime bien, les mornings du GE où on retrouve des titres enchaînés. Alors bon, sinon c'est classique, évidemment, il y a tout ce qu'il faut dans un morning, avec toutes les demi-heures de l'info, de la météo, de l'infotrafic évidemment, un jeu pour gagner de l'argent, de l'humeur et de l'humour. Alors je trouve que c'est bien animé, que les prises de micro sont courtes et fluides, surtout c'est efficace. On a du sourire et un truc que j'aime bien, c'est la belle voix de Mathieu. C'est vrai que vous allez l'écouter dans quelques instants, je vous ai mis un extrait, c'est très rassurant. Je vous propose d'écouter quelque chose qui s'est passé entre 5h et 9h30, puisque c'est l'horaire de ce morning tous les matins qui ne révolutionne pas le monde de la radio, ça c'est sûr, mais c'est fait, c'est bien fait, en direction d'un public qu'on imagine facilement dans sa voiture avec ses enfants. En témoigne aussi la musique format Hot AC. Mathieu et Émilie, le morning d'Évasion. On écoute un extrait. Le grand réveil Évasion avec Mathieu et Émilie. Et coucou. Bonjour. Salut à tous. 8h10. On va jouer aux 10 secondes chrono. Avant 8h30, 300 € à gagner. Ne bougez pas, ça va? Ça va très bien et toi? Bon, écoute, impeccable. On est le 27 mai, il n'y a pas de jour férié cette semaine. C'est la Saint-Augustin aujourd'hui. Bon anniversaire à la fille de Vanessa Paradis, Lily Rose Depp, qui fête ses 25 ans. Je suis née à Paris le 27 mai 99. Quand j'étais enfant, j'adorais me déguiser en princesse et faire beaucoup de dessins aussi. D'accord, comme beaucoup d'enfants finalement. Babette de Rosière, la cuisinière, fête ses 77 ans. On a Todd Bridges qui jouait Willy dans Arnold et Willy qui fête ses 59 ans. Personne dans le monde ne marche du même. Culte pour toute une génération. On ne se rencontre pas, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Et notre Alain Souchon national fête ses 80 ans. La foule sentimentale. Soif d'idéal. On a soif d'idéal. Qui d'autre fête son anniversaire? On a un certain Bruno qui vient de Chérisy. Sylva commence en lui disant joyeux anniversaire, mon amour, je t'aime fort. Et on a Ruben et Bruna qui ont aussi un message pour ce même Bruno. Papa, on t'aime, passe un bon anniversaire. Bah voilà. Ouais, il est connu, ce fameux Bruno. Sympa de faire l'anniversaire le lendemain de la fête des mères. Ah bah ouais, c'est marrant. Ouais, c'est rigolo. C'est sympa. 8h12, sujet du jour. On va parler aussi du match. Pourquoi pas un code gagnant avec un iPhone 15 qui va tomber. Tout ça. Et puis le match avec Vita. C'est vrai, on se dit des mots doux, c'est facile. Côté podcast, alors toi tu es à Toulouse et c'est tout naturellement que tu as trouvé un podcast sur le rugby.
Oui, c'est vrai, Olivier, qu'ici à Toulouse, on est très porté sur le ballon ovale avec nos amis du Stade Toulousain. 6 titres de champion d'Europe au passage, bravo les gars. Et zoom dans ce carnet d'écoute sur La Table Ovale, le podcast de Cyprien Bétou, ancien journaliste notamment passé par RTL ou encore RMC. Il s'est mis en tête d'aller interviewer des rugbyman en activité ou plus en activité, fraîchement retraités, par exemple. Ça peut être aussi des personnages qui gravitent autour du monde du rugby. L'idée est de mettre évidemment en avant les carrières de tous ces personnages et de découvrir leur personnalité. Et je peux vous dire que ça fonctionne très bien, notamment quand on a Mathieu Lartaud de France 2 en interview et qu'on en apprend de belles sur la 3e mi-temps. Est-ce que tu as une anecdote à nous livrer? Est-ce que déjà, chez les journalistes, ça existe aussi? Et du coup, est-ce que tu as une anecdote avouable d'une 3e mi-temps avec des joueurs ou avec des collègues où tu t'es dit, oula, ce soir-là, on s'est bien marré? Je vais avouer celle que je raconte dans le livre parce qu'en fait, moi, j'ai participé à beaucoup de 3e mi-temps, mais très souvent, à 99% du temps, sous contrôle, pour des raisons très simples. C'est qu'avec mon genou, il fallait quand même que je fasse gaffe. Et donc, je faisais en sorte, même si je participais quand même au Fiesta, d'être un minimum conscient de ce que je faisais pour pas me retrouver en chaise roulante. Mais je raconte dans le livre une anecdote à Biarritz avec Emmanuel Arinordoki, Julien Peyrelong notamment, où un soir j'ai débranché le cerveau et comme un con j'ai fait un petit concours de quéquette en début de soirée en disant tout ce que vous allez boire je vais boire, et voilà, je me suis pas trop échappé et ça a assez mal fini parce que on a fini chez Pascal Ondarts à 3h du matin. Ça c'est ce qu'on m'a raconté après, hein, parce que je me souvenais pas de tous les épisodes, et en fait j'étais tellement torpillé que Imanol et Bettina, son épouse, m'ont ramené. Alors moi, quand je descendais à Biarritz à cette époque-là, je descendais toujours dans le même hôtel qui s'appelle le Tonic Hotel, qui est pas très loin du casino de Biarritz. Donc j'avais mes habitudes, je connaissais tout le monde dans l'hôtel, la patronne, tout le monde. Bon bref, ils m'ont ramené à l'hôtel, ils m'ont couché sur le ventre, et heureusement qu'ils m'ont couché sur le ventre parce que j'ai vomi toute la nuit sans m'en rendre compte, et au matin quand je me suis réveillé, c'était un carnage. La chambre d'hôtel, pour vous dire, elle a été fermée pendant 48 heures, ils ont dû changer les moquettes. Ah non, c'était épouvantable. Le podcast La Table Ovale. Le mois dernier, Julien, tu nous as fait découvrir les coulisses de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ironie du sort, ce mois-ci, un épisode consacré aux coulisses de La Story a fait son apparition. Exactement, pour les 5 ans du podcast La Story, on plonge dans les coulisses de la fabrication de ce podcast qui est le cousin de Code Source. Donc La Story, c'est le podcast d'actualité des Échos avec Pierrick Fay, et il nous embarque dans cet épisode spécial aux côtés de toute l'équipe. Et vraiment toute l'équipe, ça c'est cool, chargée de production, journaliste. On évoque même la monétisation du podcast, l'équipe de La Story qui a répondu aux questions des auditeurs directement. On apprend par exemple combien de temps est nécessaire pour fabriquer un épisode. Spoiler, c'est beaucoup. Oui, je vois très bien de quoi tu parles, Julien. Et pour terminer ces carnets d'écoute, une série en 3 épisodes consacrée à la politique. Programme B s'intéresse à ceux qui ont tué la gauche. Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, Manuel Valls, 3 épisodes d'une vingtaine de minutes qui retracent la biographie de ces personnages politiques, tous au Parti Socialiste, et Thomas Rozek nous explique en quoi ces 3 personnages ont cru à un moment donné pouvoir prendre le pouvoir pour finalement réaliser l'exploit de ne pas y arriver et surtout de faire sombrer le Parti Socialiste. C'est très intéressant. Merci Julien. Programme d'écoute très riche ce mois-ci. C'est toujours un plaisir d'écouter tes découvertes. Des ondes Vocast. Retour à l'actu radio. Dans quelques jours va commencer la fête de la radio. Ça se passe les 6 et 7 juin un peu partout en France. Et Rémi, tu es allé interroger Hervé Gaucho, membre de l'Arcom et président du groupe de travail radio et audio numérique. Et oui, c'est ça, Olivier. Effectivement, nous sommes avec Hervé Gaucho. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Donc, la fête de la radio, c'est les jeudis 6 et vendredi 7 juin. On a très vite pris l'habitude, d'ailleurs. On l'a en tête au mois de juin de cette fête de la radio. On s'en parle dans les couloirs des stations et entre passionnés. Quelle est la teneur, quelle est l'ambiance à quelques jours de l'événement ? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la 4e édition. Alors, moi qui étais l'artisan des premières fêtes de la radio sur une idée du président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, moi je suis très heureux de voir que cette fête de la radio s'installe maintenant dans le paysage des fêtes annuelles, et elle le mérite bien. Donc c'est vraiment
une grande satisfaction. L'autre grande satisfaction, c'est que les radios se sont véritablement, au fil des ans, emparées de cette fête et prennent de nombreuses initiatives, portent elles-mêmes la fête de la radio. Et donc, je suis très content de ce moment qu'on s'apprête à vivre. J'en veux pour preuve le fait qu'il va y avoir cette année encore plein d'animations et d'opérations spéciales à l'occasion de cette fête. On nous fait remonter déjà des concerts, très nombreuses journées portes ouvertes, des émissions spéciales, des jeux concours. Donc voilà, il va se passer plein de choses. Et le principe vraiment de la fête de la radio, c'est de célébrer la radio et ses auditeurs, le plaisir quotidien qu'on a d'écouter ce média qui, il faut le rappeler, est le média préféré des Français. Et on en est fiers en plus. Vous parliez des portes ouvertes. J'ai l'impression que cette année, on s'est un petit peu organisé. Par exemple, je regardais Alouette à l'image des journées du patrimoine, ouvre les portes, visite des studios, rencontre avec les auditeurs. Il y a de plus en plus de cas d'animation comme ça. Oui, alors il y a Alouette, il y a Chérie FM dans les Hauts-de-France, Vaucluse FM, Radio Fidélité. Enfin, il y en a plein, je pourrais en citer plein. Moi, je trouve que c'est très très bien de faire des journées portes ouvertes parce que on écoute tous la radio, mais la plupart des gens ne savent pas véritablement comment c'est fabriqué, comment c'est fait, l'ambiance qu'il peut y avoir dans un studio, et puis voire même la tête parfois des animateurs ou des journalistes que les gens écoutent quotidiennement. Donc je trouve que ça crée du lien. C'est un lien qu'on trouve parfois dans certaines radios. Moi, j'ai rencontré des animateurs de radio associative qui ont le plaisir tous les matins de voir certains de leurs auditeurs qui viennent carrément toquer à la porte du studio pour venir boire un café avec eux. Et donc c'est bien de faire ces journées portes ouvertes pour créer ce lien et pour montrer que la radio, c'est vraiment un média de l'intime entre les gens qui écoutent la radio chez eux ou dans leur voiture ou en mobilité, parfois sur smartphone, et puis ceux qui font la radio et qui sont là aussi dans l'intimité d'un studio où ils parlent véritablement à des auditeurs qui sont très incarnés dans leur tête. Le milieu de la radio a les défauts de ses qualités, on va dire. C'est vrai qu'on aime bien improviser, faire les choses comme ça, comme on le sent. Est-ce que justement, toutes les radios vous font remonter les actions qu'ils font sur le terrain, via le site internet notamment qui est dédié à ça? Alors non, pas suffisamment à mon sens, mais alors en même temps, ce qui compte, c'est qu'il y ait des opérations, qu'on soit pas forcément totalement au courant, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les auditeurs des radios concernées le soient, et c'est ça le plus important. Et puis, ma foi, oui, il faut se rappeler quand même qu'il y a plus de 1000 radios en France. Et il y en a, alors il y a les très grosses que tout le monde connaît, et puis il y a des radios plus confidentielles, plus petites, mais qui jouent un rôle extrêmement important parfois dans des bassins de population où il y a peu d'offres radiophoniques, qui sont véritablement en prise avec leurs auditeurs et qui donc vont pas forcément faire remonter ce qu'elles vont faire pour la fête de la radio, mais qui en revanche vont vraiment bien occuper le terrain, sur leur territoire. On pourrait parler un petit peu aussi des copains d'autres médias. Je pense à la télévision qui aime bien faire des sujets pendant la fête de la radio et qui souvent s'intéressent aux radios généralistes, un petit peu moins au musical et encore moins aux radios en province. Comment on pourrait faire bouger les lignes un petit peu naturellement comme ça? Alors, ce qui est vrai, c'est que souvent les télévisions, d'abord le monde de la télévision et le monde de la radio, je suis bien placé pour le savoir, pour avoir fait moi-même 30 ans de télévision. C'est quand même pas tout à fait le même univers. La télévision, c'est souvent des gros médias, même d'ailleurs les télés locales, qui souvent disposent de moyens parce que ça coûte cher de faire de la télévision, alors que les radios, on a des radios qui sont de véritables artisans, parfois même des artistes pour arriver à mettre des choses à l'antenne tous les jours et 24 heures sur 24. Donc, c'est des milieux qui se parlent, mais on comprend que pour ce qui concerne les grandes chaînes de télévision, qui ont souvent d'ailleurs des radios dans le même groupe qu'elles, elles se tournent plutôt vers des grandes radios. Alors, voilà, on pourrait dire que c'est un manque d'imagination. C'est peut-être juste tout simplement parce que elles n'ont pas forcément le contact. Mais c'est vrai que ce serait bien effectivement de mettre en valeur, peut-être encore plus cette année que les autres années, les radios qui animent, on va dire, la totalité du territoire. Je pense d'ailleurs également
spécifiquement aux radios qui sont dans les territoires ultramarins et qui occupent une place extrêmement importante dans le paysage. Et qui sont extrêmement écoutés. D'ailleurs, les auditeurs sont vraiment présents à l'écoute et auprès des équipes. Donc, cette fête de la radio, c'est un moyen assez génial pour communiquer avec les auditeurs. C'est aussi l'occasion de vous avoir au téléphone et de parler un peu du travail de terrain qui est fait tout au long de l'année par les radios associatives, notamment par des ateliers quand elles se déplacent dans les écoles. C'est toujours expliquer le média radio, leur présenter un peu la magie de ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de radios, et notamment, effectivement, particulièrement des radios associatives, qui s'impliquent dans les milieux scolaires pour faire de l'éducation aux médias, qui est un sujet qui est très important et que nous partageons du côté de l'Arcom avec les médias sur la nécessité absolue dans un monde qui est le monde médiatique que nous connaissons, qui est constitué de médias traditionnels qui font très bien leur travail, mais aussi des réseaux sociaux qui parfois charrient un certain nombre d'informations qui peuvent être vraies ou pas, et voire parfois même hélas de la haine en ligne. Donc il est important évidemment de veiller à ce que les médias traditionnels puissent continuer à bien faire leur travail pour que les gens soient bien informés, mais aussi aujourd'hui que les gens sachent finalement comment s'informer. Ce qui ne veut pas dire ne pas aller sur les réseaux sociaux, c'est très bien les réseaux sociaux, mais sache les prendre pour ce que c'est et aie cette capacité de savoir où trouver de l'information fiable pour pouvoir se forger une opinion. Et on parle là des milieux scolaires en ce qui concerne les interventions, notamment des radios dans les classes auprès des plus jeunes, mais ça concerne en réalité toutes les générations. Je pense que tout le monde aujourd'hui est susceptible de s'intéresser aux meilleurs moyens de s'informer. On va avoir des élections européennes qui sont très importantes dans quelques jours. Et bien évidemment, pour se forger une opinion, il faut être au courant de ce qui se passe et avoir les bonnes informations. Donc l'éducation aux médias, c'est un point qui est extrêmement important aux yeux de l'Arcom. D'ailleurs, on a créé il y a très peu de temps un groupe de travail spécifique qui est présidé par une de mes collègues, Bénédicte Lesage, pour pouvoir s'investir aux côtés du CLEMI, aux côtés des missions laïques de France, de MLF Monde, qui rejoint d'ailleurs la fête de la radio, et auprès de tous ceux qui sont concernés par l'éducation aux médias, pour accompagner ce mouvement qui est extrêmement important à nos yeux. La fête de la radio, donc les jeudis 6 et vendredi 7 juin. Peut-être, puisque vous êtes avec nous, un mot sur le livre blanc, ce qui est un travail intéressant. On y reviendra dans le podcast, mais un travail intéressant qui a suscité beaucoup de travail depuis début 2023. Ce livre blanc devrait sortir ce mois de juin. Est-ce que ça sera pendant la fête de la radio ? Alors, ce sera juste après. Vous faites bien d'en parler parce qu'effectivement, cette fête de la radio arrive à une année un peu particulière, où d'un côté, le DAB+, est véritablement arrivé à maturité puisqu'on est à plus de 60% de couverture de population, 565 radios qui sont embarquées. On a allumé encore 250 émetteurs ces derniers mois et il y a des efforts qui sont faits pour faire connaître cette nouvelle technologie. Donc, la radio numérique terrestre, la capacité à écouter la radio de manière hertzienne, avec un son et une ergonomie qui sont très modernes et qui sont de très grande qualité. Et puis de l'autre, effectivement, l'Arcom a travaillé toute l'année dernière, pendant plus d'un an, avec une équipe projet pour élaborer un livre blanc de la radio qui était que les acteurs du secteur souhaitaient et auquel d'ailleurs ils ont beaucoup contribué, parce qu'on a réalisé de nombreuses auditions et on a collecté beaucoup de données pour mettre en forme ce livre blanc. C'est un livre blanc qui, d'un côté, fait un état des lieux, on va dire, du secteur, une sorte d'instantané de la radio aujourd'hui, et la projette, on va dire, dans un avenir à 10 ans, dans un environnement numérique qui est le sien et concurrentiel qui est le sien aujourd'hui, et en y apportant un certain nombre de recommandations, de préconisations qui concernent les acteurs du secteur, qui concernent les pouvoirs publics, dont notamment, évidemment, le régulateur, l'Arcom. Donc le livre blanc, ça va être un moment qui va être très important pour le secteur de la radio, et nous le présenterons le 18 juin à l'occasion des Assises de la radio. Le 18 juin, c'est parfait, on a noté. Merci en tout cas, et puis on se souhaite à tous une bonne fête de la radio. Merci à vous et bonne fête aussi. Merci, au revoir. Au revoir.
Et l'actu radio du moment, c'est aussi la réforme de la loi de l'audiovisuel. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est en cours de discussion au Parlement. Le CIRTI en a parlé durant son assemblée générale le mois dernier, et on accueille tout de suite le président du syndicat des radios indépendantes. Des ondes Vocast, l'invité. Christophe Schalk, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour. Alors, tu es le président de Top Music en Alsace, mais surtout tu es le président du CIRTI, et c'est pour ce pourquoi on t'a invité aujourd'hui. Mais avant qu'on parle de l'actualité du CIRTI, eh bien, parlons un petit peu de toi. Qui es-tu, Christophe ? Je suis alsacien de souche, je suis tombé dans la radio avant de passer mon bac, vers 17 ans, aux grandes dames de mes parents. Ça m'a donné l'occasion de rejoindre une radio qui venait de se créer dans la petite commune dans laquelle j'ai habité à l'époque, et j'en ai pris les rênes de cette radio associative à l'époque. Je parle d'une période lointaine, hein, c'était au début des années 80. Et ça a été 15 ans de ma vie, puisqu'après on a transformé les statuts de cette station et je l'ai revendue à mon associé de l'époque en 98. Puis je me suis occupé de radio pour un journal régional. Et puis après j'ai pensé à tort que je savais faire autre chose avant que la radio ne me rattrape quelques années plus tard. Voilà, j'ai bientôt 40 ans d'activité dans ce métier-là. Donc je connais un peu le média et les choses ont quand même tellement bougé et évolué depuis 40 ans que les histoires à raconter autour du média radio, il y en a beaucoup. Voilà rapidement pour brosser mon portrait, au-delà du fait que j'ai deux filles qui sont mes deux réussites premières. Bon, homme de radio un jour, homme de radio toujours, ça se vérifie toujours chez les passionnés, donc ça fait plaisir. Alors, tu es devenu président du CIRTI il y a 2 ans à peu près, je crois. Oui, un peu plus de 2 ans maintenant, oui. Voilà, on t'a invité parce que l'actualité est assez chaude en ce moment, aussi bien dans ce qui est régulation, avec la nouvelle loi sur l'audiovisuel, etc. Et puis aussi, il y a eu l'Assemblée Générale du CIRTI il y a quelques jours. Avant qu'on rentre dans cette actualité un peu dense, est-ce que tu peux nous rappeler le CIRTI, ce que c'est et combien il y a de radios actuellement dans le CIRTI ? Alors, CIRTI a été créé en même temps que nos radios, c'est-à-dire au début des années 80. Je pense qu'assez vite, les acteurs de l'époque ont compris qu'ils avaient besoin d'être représentés et de parler d'une seule et même voix. À l'époque, le T de CIRTI était relatif à la télévision, qui depuis ont créé leur propre structure au travers des locales TV. Donc nous, aujourd'hui, on est un syndicat de radio indépendante. Alors, c'est quoi une radio indépendante ? C'est une station qui n'appartienne pas aux 4 groupes historiques qu'on connaît, les 4 groupes nationaux. Et on est 180 stations fédérées aujourd'hui, des radios de proximité, souvent, des radios qui couvrent des territoires et qui en racontent la vie, souvent, des radios thématiques musicales moins attachées au territoire, mais avec des niches qui sont exploitées dans des formats particuliers que peuvent être le rock, l'électro, la musique latino par exemple. Et puis pour finir, on a une radio généraliste avec Sud Radio qui fait partie aussi de notre syndicat. Donc on est assez représentatif, je dirais, de l'écosystème en termes d'offres que la radio française propose aujourd'hui. Alors il y a 2 grands syndicats des radios privées, il y a le CIRTI pour les radios indépendantes et puis aussi le bureau de la radio. Alors il y a des sujets qui vous rassemblent, et il y a des sujets qui pas forcément vous opposent, mais disons sur lesquels vous avez des divergences de vues. Peut-être qu'on va commencer sur les sujets qui vous rassemblent au sein des radios privées. Un des sujets, c'est notamment les conditions générales qui sont dans les spots radio. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les mentions légales ? Oui, les mentions légales, oui. Alors effectivement, avec nos cousines du bureau de la radio, on a des terrains communs. On réfléchit même d'ailleurs depuis quelque temps déjà à la création d'une alliance, mais ils ne le sont que 4 réunis au sein du bureau de la radio et parfois même parler d'une seule et même voix pour L4, ces 4 stations réunies, c'est compliqué. Donc en tout cas, voilà, nous on est prêts à imaginer une alliance qui nous permettrait précisément de prendre la défense du média radio en ne parlant qu'une seule et même voix. Aujourd'hui, on a participé récemment à des travaux avec un groupe qui travaillait précisément sur la PPL Lafon et on s'est retrouvé un peu seul face aux législateurs. On aurait préféré le faire avec les radios nationales aussi, mais bon voilà, c'est des choses qui s'organisent. Pour autant, on a des positions communes sur un certain nombre de sujets et les mentions légales en particulier. Je dirais que la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été la mention légale relative aux Jeux et paris en ligne à l'été 2022 avant la Coupe du Monde de foot, et on s'est retrouvé avec des spots qui tout d'un coup étaient alourdis de 12 secondes de mention légale. Le ministère de la Santé qui en a été à l'origine s'est pas posé à nos yeux les bonnes questions, et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que les acteurs de ces métiers, les Jeux et paris en ligne, ont décidé simplement de stopper leurs investissements en radio, parce que payer 30 secondes de spot quand 12 sont consacrés à la mention légale qui
en plus est à nos yeux assez incompréhensible et inefficace. Voilà, on est un peu doublement puni parce que chaque ministère en fait peut y aller en France de sa mention légale, ayant l'impression de protéger les Français, et nous on pense qu'il y a d'autres façons de faire de la pédagogie que simplement dans tous nos écrans publicitaires agiter le bâton qui finit par rappeler aux consommateurs potentiels que tout ce qu'ils pensent à acheter en termes de services ou de produits est en fait mal pour la planète, mal pour lui-même. Et donc oui, les mentions légales sont une vraie plaie pour la radio, d'autant que la radio est le seul support en fait qui impose réellement la mention légale. On s'arrête peu souvent devant un panneau publicitaire 4x3 pour en lire le bandeau jaune. Je dis souvent à nos interlocuteurs en télé, est-ce que tu imagines qu'en télé, il y a un écran jaune pendant 12 secondes sur lequel un texte défilerait? Personne n'accepterait ça. Et nous, on est en France, quand on échange avec nos voisins suisses ou allemands par exemple, on est dans un pays particulier, singulier, parce que chaque ministère peut y aller de sa mention légale et ça nous handicape vraiment. Donc on espère, à force de le rappeler, à force de le marteler auprès du Sénat, de l'Assemblée nationale et des ministères qui nous reçoivent, qu'on trouve des terrains d'entente. On n'est pas des irresponsables. On sait que les mentions légales peuvent avoir une utilité, mais les formes qu'elles prennent aujourd'hui sont complètement vont à l'encontre du média et prennent franchement les consommateurs parfois pour des idiots. Donc voilà, on aimerait pouvoir réformer tout ça, mais pour autant il n'y a pas de bureau des mentions légales en France. Donc il faut que chaque ministère accepte qu'on puisse rediscuter avec eux. Le ministère de la Santé, pour l'instant, cette mention a bientôt 2 ans, n'a pas accepté de nous recevoir, par exemple. Alors, toujours au niveau de la publicité, un autre sujet qui vous rassemble, c'est le projet de retrait du plafond de la publicité sur le service public. Moi, j'ai par nature envie de faire confiance aux gens. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui il y a un projet de retrait. Ce qui est certain, c'est que la loi, a priori, dans la loi, ne figurera pas le plafonnement des recettes publicitaires pour Radio France. Mais c'est dans le COM, le contrat d'objectifs et de moyens, que ces éléments figureraient. Donc, ce qui, en définitive, reviendrait au fonctionnement actuel, c'est dans le COM qui le lie à l'État, son actionnaire, que Radio France se verrait limité en termes de recettes publicitaires, en rappelant qu'aujourd'hui ce sont 42 millions auxquels Radio France a droit. On veut croire que les vannes ne soient pas le plus largement ouvertes demain. Radio France ne le souhaite pas d'ailleurs. La tentation pour le gouvernement, qui a évidemment des finances contraintes, et on le comprend, d'ouvrir les vannes pourrait être une tentation réelle, mais nous, encore une fois, on ne vit que de la publicité, on ne prétend à aucune subvention, donc il faut qu'on nous entende de ce point de vue-là. Je pense qu'on l'est. Donc quand je dis que je fais confiance aux gens, quand on rencontre nos interlocuteurs, on a plutôt tendance à penser qu'au ministère de la Culture, à Bercy, on comprenne que 42 millions de recettes publicitaires pour Radio France, auxquelles viennent s'ajouter des recettes sur le digital, ça suffise. Et je pense que si France Inter, qui par ailleurs est une très bonne radio, continue à être la première radio de France, ou en tout cas à caracoler en tête, c'est aussi parce qu'elle a moins de publicité que d'autres. Donc voilà, je pense que sur ce terrain-là, celui de la publicité sur les antennes publiques, j'espère qu'on sera entendu et qu'on ne verra pas ce plafond revu à la hausse. Et est-ce que ce n'est pas un risque de retirer ce filet de sécurité dans le contexte où la redevance a été retirée et que, au final, au gré des potentiels futurs gouvernements, eh bien la décision des financements du service public peuvent évoluer de manière forte et potentiellement une majorité pourrait décider de dire que désormais le service public ne se finance qu'avec de la publicité. Évidemment, la théorie, ça pourrait être ça. Après, des instances syndicales, notre syndicat et d'autres acteurs seront précisément là pour rappeler que la manne publicitaire aujourd'hui qui nous échappe, elle est happée en grande partie par les acteurs du digital, que la radio publique accède déjà à une partie de ce gâteau et que nous, on a besoin évidemment de recettes publicitaires pour jouer notre rôle. On est à quelques semaines, je l'espère, des états généraux de l'information. Ne serait-ce que pour les acteurs du CERTI, ce sont 2500 salariés, 500 journalistes. On fait aussi œuvre, je dirais, de pédagogie. On participe à la démocratie parce qu'on a des journalistes qui abordent des sujets. Si on veut continuer à pouvoir jouer ce rôle-là demain, alors qu'on sait quand même qu'on est dans un climat globalement tendu aujourd'hui, je parle d'économie, de politique, de géopolitique, il faut qu'on puisse nous continuer à faire notre boulot et ça ne pourra se faire que si les recettes publicitaires sont au rendez-vous de nos exploitations sur le plan économique. Donc j'espère qu'on sera entendu et quand je dis que je fais a priori confiance aux personnes qui nous dirigent, j'espère qu'on est entendu. En tout cas aujourd'hui on a plutôt des interlocuteurs qui nous assurent
nous entendre. Voyons dans les faits comment ça se traduira, mais pour le moment, on a rappelé qu'encore une fois, on était vigilants, qu'on regardait cette question. On aurait préféré que la loi, évidemment, plafonne les choses. Si c'est le COM demain qui les précise, ces plafonds-là, on s'en satisfera, mais en tout cas, on a une vision simpliste des choses, hein, à audiovisuel public, finance publique. Nous, on considère que la radio, elle devrait être totalement prise en charge par le budget de l'État et pas du tout ouverte à la publicité. Mais voilà, j'espère qu'entre une tentation de déplafonnement et puis notre vision à nous, qui serait à 100% appuyée sur l'argent public, peut-être qu'il y a simplement le modèle actuel qu'on peut voir perdurer et qui puisse à peu près satisfaire les uns et les autres. Sachant que ce sont des discussions qu'on trouve un peu dans tous les pays européens avec les médias publics. Par exemple, la BBC, où la publicité est totalement interdite en broadcast, mais elle a le droit de faire la publicité sur le digital. Quelque chose qui est, par exemple, remis en cause par les médias privés. Et puisqu'on parle de la BBC, est-ce que le CIRTI a une opinion sur le projet de fusion entre Radio France et France Télévisions ? Oui, on a même été reçu par une commission parlementaire qui nous interrogeait sur le sujet. Nous, on considère que le fait qu'en France, on ait une radio publique soit un élément positif pour l'écosystème de la radio. Donc, on ne voudrait pas et c'est un peu le point de vue originel, je dirais, de Sybille Veil, il y a quelques années déjà, plaidait pour cette cause-là. On ne voudrait pas que la radio soit le petit pousset du nouvel attelage et que demain la radio publique se fasse happer, absorber par la télévision qui, on le sait, pèse beaucoup plus lourd en termes d'effectifs et de budget. Et il y a un autre élément qui fasse que la radio aujourd'hui produit ses propres contenus, alors qu'on sait que la télévision aujourd'hui c'est plus un agrégat de production extérieure et qu'en définitive on cherche là un peu à marier la carpe et le lapin avec deux métiers qui n'ont plus grand chose à voir. Donc voilà, on est vigilant, on ne voudrait pas qu'encore une fois le média radio public, là en l'occurrence, pâtisse de ce rapprochement dont on ne voit pas vraiment quel peut être demain le bienfait. A priori, ça générera pas d'économie ou peu d'économie en tout cas. C'est pas, on nous pose la question, donc on y répond. On n'est pas a priori favorable à cette redéfinition de ce nouveau véhicule de l'audiovisuel public en général, parce qu'on pense que la radio pourrait en partie être absorbée, cachée par le média télé dont on connaît quand même la puissance. Donc voilà, on reste vigilant, on ouvre nos yeux et encore une fois, on a eu l'occasion de nous exprimer sur ce sujet-là pendant la réunion d'une commission assez récemment. Alors dans les rapprochements radio et télé, ça se voit aussi dans le privé. Ces dernières années, il y a des groupes radio et TV qui sont devenus des groupes plurimédias. Hein. Le premier étant Altis, qui entre BFM et RMC, qui ont encouragé ce type de synergie. Et ça m'amène sur un autre sujet qui oppose un petit peu la radio et la télé, qui sont les secteurs interdits en termes de publicité en télévision, quelque chose qui est parfois remis sur la table, et notamment on pense à la grande distribution qui représente un chiffre d'affaires important en radio. Quelles sont les dernières nouvelles par rapport à ces interdictions? Comment le CIRTI défend les intérêts de la radio dans ce contexte? Alors, la télévision connaît des jours plus difficiles qu'à une certaine époque. On le voit, les recettes publicitaires sont en baisse. La télévision entraîne dans son sillage une filière liée à la production. Donc, on sait qu'une partie du cinéma français est payée par la publicité, engrangée par ailleurs par les chaînes de télé. Elles ont déjà profité de largesse. On l'a vu récemment avec des expérimentations dans le cinéma ou en matière d'édition littéraire qui leur ont été accordées. Et là, effectivement, la demande de la télé consiste à dire on voudrait nous aussi pouvoir accéder aux offres promotionnelles de la grande distribution. Il se trouve que le chiffre d'affaires du média radio est pour moitié à 50% appuyé sur des recettes liées à la grande distribution, pas uniquement sur des dispositifs d'offres promotionnelles, mais quand même. Donc il est important pour nous qu'on puisse évidemment préserver cette part du gâteau qui nous nourrit et dont on a besoin. Pour autant, c'est mon point de vue, on peut considérer qu'en 30 ans, les choses aient quand même bougé, beaucoup. On voit à quel point la consommation des médias a évolué.
J'écoute les acteurs du SNPTV avec lesquels on se réunit depuis un an. Je me rappelle que le premier rendez-vous, c'était le 20 juin 2023 sur ce sujet-là. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, on s'est réunis plusieurs fois et on a évoqué un certain nombre de redéfinition de l'accès à ces secteurs interdits. On a diligenté une étude récemment qu'on a cofinancée avec la presse écrite et avec d'autres acteurs privés. On voit bien que ouvrir demain les vannes de la publicité promotionnelle à la télévision, celle de la grande distribution en tout cas, nous priverait à peu près de 100 millions de chiffre d'affaires. Je parle de l'ensemble du chiffre d'affaires des radios commerciales. Donc nous, on n'a évidemment pas aujourd'hui les moyens de nous priver de ça. Donc si on devait il faut qu'il y ait des compensations. Je ne sais pas aujourd'hui très clairement lesquelles elles peuvent être, même si on a commencé à entrevoir un certain nombre de pistes. En tout cas, notre position, c'est de dire, attends, soyons prudents, parce que c'est une manne publicitaire vitale pour nous, donc ne mettons pas nos structures en danger encore une fois. Pour autant, oui, le monde a changé, donc parlons-en. Faites-nous des propositions concrètes et on se positionnera. Alors, c'est ce qui nous amène à échanger encore une fois avec le SNPTV depuis un an. On avance. Moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui de quoi l'avenir sera fait en la matière, mais il n'est évidemment pas possible pour nous de laisser filer ce secteur, encore une fois, qui nourrit la radio, c'est vrai, mais la presse quotidienne régionale aussi. Et on sait que ce sont deux familles de médias, oui, dont on a vu les dernières années, elles ont été plus compliquées que les précédentes et ce sont deux médias fragilisés. Donc soyons prudents, mais encore une fois, pour autant, on ne ferme pas la porte a priori, parce qu'on est déjà des gens polis et respectueux des autres. Voilà, je pense que les choses vont avancer, on verra vers quoi elles nous mèneront, mais je rappellerai encore une fois pour finir que la télévision a déjà bénéficié de largesse d'une certaine manière, donc attention à ne pas ouvrir toutes les vannes à la même famille de supports. La télévision est importante, mais la radio l'est aussi. D'accord. Il y a une approche vraiment de conciliation dans ce bureau du CRT. De conciliation, je ne sais pas, mais en tout cas de ne pas fermer la porte pour de mauvaises raisons, quoi. Faites-nous des propositions. Quand on verra de quoi elles seront faites, on verra si on peut nous les accepter ou non, mais on ne va pas vous renvoyer dans vos cordes a priori parce que vous n'êtes pas fréquentable. C'est pas vrai. Donc voilà, parlons-nous et en fonction de ce que vous nous proposerez, nous nous positionnons. Franchement, on s'y emploie depuis un an. Ce sont des sujets sensibles, mais les adhérents du syndicat connaissent la position du conseil d'administration sur cette question-là et je leur ai rappelé encore pendant l'Assemblée générale qui s'est tenue il y a effectivement peu de temps qu'ils pouvaient compter sur nous et sur notre vigilance sur ce point qui n'est pas un détail du tout pour nos exploitations. Alors parlons un petit peu programme à présent. Un des sujets, ça tient depuis les radios depuis 1996 et le monde a bien changé depuis. Ce sont les quotas de chansons françaises qui sont là depuis quasiment 30 ans, malgré une concurrence du numérique qui a beaucoup évolué, des modes de consommation qui ont changé, notamment les plateformes de streaming. Quels sont les travaux du CRT et sans doute, j'imagine, avec le bureau de la radio, pour faire évoluer ces quotas dans le bon sens, dans ce nouvel environnement numérique très concurrentiel et a priori moins régulé que celui de la radio broadcast, avec ces quotas qui peuvent occuper jusqu'à 40% du temps d'antenne. C'est évidemment un sujet central en matière de conception de programme. D'abord, on est heureux d'avoir vu l'ARCOM nous entendre et les décisions qui avaient été prises par l'ARCOM, je parle de l'assouplissement de ces quotas, il y a 2 ans, avaient été mises à mal par le SNEP, qui avait introduit une procédure à l'encontre de ces décisions-là, qui en fin de compte ont été confirmées. Donc on a pu, à la marge, je dirais, faire évoluer ces règles liées au quota de chansons d'expression francophone. Aujourd'hui, on a des problèmes, je dirais, en la matière. Effectivement, le fait que les acteurs du digital ne soient pas concernés par ces quotas. Et nous, on pense que, et je parle des playlists là qui sont proposées par les plateformes de streaming, nous, on pense que il serait tout à fait possible d'imposer des quotas à ces plateformes de streaming, ou alors il faut effectivement qu'on soit tous logés à la même enseigne et que nous aussi, on puisse bénéficier d'un assouplissement plus profond de ces règles-là. Au sein de nos adhérents, un certain nombre de radios thématiques qui sont sur des niches, je parlais de radio rock, latino ou électro par exemple, on sait bien qu'il n'y a pas en France à l'heure actuelle suffisamment de production francophone pour alimenter ces filières musicales-là. Donc comment on fait? Alors il se trouve que ces radios ont déjà des accords aménagés, je dirais, mais il faut vraiment qu'on entende le fait que les choses effectivement aient beaucoup évolué.
Encore une fois, soyons tous logés à la même enseigne, soit le digital et la radio sont confrontés à ces quotas et on les respectera tous, soit personne ne doit l'être demain, ou en tout cas pas dans les conditions actuelles. Donc on discute là aussi avec l'ARCOM en particulier, on sait qu'on est entendu, que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et qu'il faut qu'on aille plus loin dans l'assouplissement de ces quotas qui nous ont été imposés il y a 30 ans, sans que réellement on puisse aujourd'hui certifier qu'ils aient ces quotas produits ce qu'on attendait d'eux à l'époque. L'ARCOM a ouvert une initiative de créer un livre blanc en consultant l'industrie radio pour décider du futur de la radio. Quelle a été la participation du CIRTI dans ce livre blanc? Quels ont été les messages principaux? Alors, peut-être qu'on a déjà couvert la plupart des sujets, mais quels sont les messages forts que vous avez dans votre contribution à ce livre blanc? Alors, il sera présenté par l'ARCOM les 18 ou 19 juin prochains. Lors des assises de la radio. Il se trouve que l'ARCOM, avec lesquels on a vraiment échangé beaucoup ces derniers mois, et Hervé Gottiou en particulier a été la figure de proue de ce chantier, et il a travaillé, c'est sûr. On a été reçu plusieurs fois, on s'est exprimé, et on a eu l'occasion la semaine dernière d'assister à la présentation des principaux points que ce livre blanc contiendra. On a exprimé un certain nombre de sujets, et je voudrais dire que l'ARCOM nous a entendus sur un grand nombre de ces sujets-là qui seront rappelés de façon très concrète quand le livre blanc sera publié. Alors les points abordés sont ceux qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, les quotas évidemment, l'accès à la publicité, le déploiement du DAB+, par exemple. Enfin, il y a un certain nombre de sujets, une bonne quinzaine, je dirais, sur lesquels on s'est exprimé. Ce sont d'ailleurs les sujets de vigilance qu'on rappelle en permanence, qui sont les 15 points qui nous occupent tout le temps. L'ARCOM, dans sa globalité, a entendu ce que nous disions, simplement parce que ça nous semblait juste être empreint de bon sens, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que quand les travaux ont été présentés dans quelques jours maintenant, l'ARCOM a fait un état des lieux, s'est inspiré de ce qui s'est fait dans d'autres pays et a fait un certain nombre de recommandations. Ce sont des recommandations. L'ARCOM a des prérogatives, mais ne peut pas décider de tout non plus. Et très honnêtement, et à titre personnel et au titre du syndicat, je pense qu'on peut relever le fait que on est plutôt globalement été entendu. On le verra, mais encore une fois, les sujets sont ceux qu'on évoquait déjà ensemble tout à l'heure. On connaît les questions, les points auxquels on se heurte quand on exploite une radio aujourd'hui, donc il faut qu'on soit entendu, mais je pense que le régulateur, encore une fois, a fait preuve vraiment de bon sens dans ses recommandations. Alors le DAB, on n'en avait pas parlé. Je crois que vos deux principales revendications, c'est pas forcément à l'ARCOM, mais c'est aussi dans le cadre de la loi, c'est de pouvoir avoir des subventions pour financer la diffusion, sachant que les radios, notamment les radios indépendantes, beaucoup ont déjà double diffusé depuis une dizaine d'années, mais aussi revoir la taille des allotissements des multiplexes locaux pour correspondre à celle de l'AFM. Tu peux expliquer en deux mots ces chevaux de bataille sur le DAB+. Ouais, ce sont vraiment les deux sujets premiers. C'est bien de rappeler qu'effectivement les premiers acteurs qui étaient actifs en matière de diffusion en DAB+, ce sont les radios indépendantes, et aussi certaines radios associatives d'ailleurs, il y a 10 ans déjà maintenant, 10 ans. C'est une expérimentation longue. Je crois qu'à l'époque, quand le DAB+ est apparu, chacun y a été avec sa perception, j'allais dire ses certitudes, ou plutôt ses intuitions. Certains de nos adhérents ont effectivement double diffusé sur la même zone géographique, d'autres se sont dit que ce serait l'occasion d'aller s'étendre géographiquement dans d'autres contrées. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le DAB+ pourra demain, sur les terrains qu'on couvre, peut-être être un nouveau mode de diffusion digitale, à la condition que on puisse lui faire au DAB+, adopter la même dentelle géographique que l'AFM permettait jusqu'à présent. Et je pense que ça, à l'époque, on n'était pas très nombreux à avoir subodorer ça. On a pensé qu'on allait pouvoir émettre sur des zones plus larges, sauf que la territorialité du contenu rédactionnel, la territorialité commerciale de certains de nos clients qui ont des contrats d'exploitation sur des zones géographiques strictes, ne permet pas de diffuser un même programme dans une zone trop large. Et je pense qu'en effet, il faut qu'on trouve des solutions techniques. Alors elles semblent commencer à émerger, tant mieux, des solutions techniques qui permettraient, sur le mode
je sais pas quel nom ça porte, un monoplex, un multiplex avec un seul acteur. Il faudrait qu'on puisse là redessiner des zones géographiques plus fines pour qu'on soit effectivement en accord avec les bassins de population et les bassins commerciaux qui sont les deux jambes sur lesquelles on s'appuie depuis 40 ans. Si on parle plus au bout de la rue ou si on n'est plus capable de diffuser un spot publicitaire dans un rayon de 50 km, on va avoir des problèmes. Et donc, je pense que l'ARCOM nous a a priori entendu sur ce terrain-là et que les prochains déploiements se feront certainement sur des zones qui pourront être aussi fines que la FM a pu l'être jusqu'à présent. Donc il faut vraiment qu'on entende ça parce que sinon, un certain nombre de nos adhérents vont finir par s'épuiser. La double diffusion, elle a un coût. Ça fait 10 ans que certains la supportent. Il faut que le DAB+ commence à porter ses fruits, d'autant que on compte aussi parmi les adhérents du syndicat une quinzaine de pure players du DAB+, qui ont créé leur programme uniquement diffusé en DAB+. Et donc, inspirons-nous de ce que les pays européens ont fait. La Suisse devait éteindre la FM à la fin de l'année 2024, ça a été repoussé de 2 ans. Enfin voilà, des expérimentations dans des pays plus avancés que nous, il y en a tout autour de chez nous. Donc on n'a pas à réinventer les choses. Inspirons-nous de ce qui a fonctionné ou pas ailleurs, et puis continuons à en croire dans le DAB+. Nous, en tout cas, c'est notre credo. Encore une fois, on a investi pour beaucoup depuis une dizaine d'années, mais il faut vraiment qu'il y ait un coup de fouet maintenant. L'association Ensemble pour le DAB+, a été une évolution. Il faut qu'on aille plus loin là aussi. Voilà, le DAB+ va continuer à se développer. Les axes autoroutiers maintenant sont couverts ou en passe de l'être. On a peut-être perdu du temps, mais en tout cas, chacun a emboîté le pas. Et pour finir sur ce sujet, c'est vrai que le discours du CSA de l'époque qui consistait à dire « Alors vous, les petits acteurs, allez essuyer les plâtres et quand vous l'aurez fait, les grands vous rejoindront ». Bon, considérons que ça s'est passé comme ça, que c'est ce que nous avons fait. Maintenant, on voit bien que toutes les stations nationales, les grands acteurs régionaux et la radio publique sont présents sur le DAB+. C'est devenu, c'est plus une option. Ça fait partie du paysage et encore une fois, il faut que chacun maintenant exploite au mieux ce mode de diff. Sans pour autant, je ne sais pas si ça allait être ta prochaine question, mais sans pour autant que nous n'annoncions aujourd'hui de date d'extinction de la FM. On est vent debout contre cette idée qui peut-être à un moment a pu germer. Là, je ne trahis rien en disant que Roch-Olivier Mestre nous a, il y a plusieurs mois déjà, dit qu'il n'y aurait pas dans le livre blanc de date d'extinction de la FM, simplement parce que le prérequis est le taux d'équipement des foyers, des automobiles, et puis le fait que le grand public doive s'approprier ce mode de réception. Tant que ces éléments ne seront pas réunis, on ne pourra pas éteindre la FM. Nous, la recommandation qu'on a faite, c'est faisons une dernière nuit bleue dans l'attribution des dernières fréquences FM, et puis après, arrêtons de nous déployer sur les 2 modes, ce qui est complètement déraisonnable. Donc, si dans 2 ans, on occupe les dernières fréquences FM, après, on se concentrera uniquement sur la diffusion DAB+, et dans un paquet d'années, je ne sais pas combien, 5, 10, 15, 20 ans peut-être, on pourra reparler de la suite, mais pour le moment, on est contraint, entre guillemets, à une double diffusion avec laquelle on composera, c'est sûr. Et pour ça, effectivement, on pourrait être accompagné par les pouvoirs publics, ça fait partie de nos demandes aussi, mais là, je dirais qu'a priori, on sera entendu aussi. J'ai en tout cas bon espoir que ce soit le cas. D'autres pays européens l'ont fait, la Belgique par exemple. Donc, si on croit en ce mode de diffusion qui garantit notre souveraineté, parce que l'idée, c'est quand même de ne pas dépendre des FAI pour diffuser nos programmes demain. C'est un problème de souveraineté que de dépendre de quelqu'un. Si on veut effectivement avoir cette garantie-là, il faut que le DAB+ se déploie plus fortement et plus rapidement à présent. Alors, dans ce livre blanc, on va parler un petit peu concentration. Je voulais te poser la question. Quelle est la position du CIRTI sur les seuils anti-concentration qui s'appliquent surtout aux grands groupes, c'est-à-dire les 150 millions d'auditeurs potentiels? Est-ce qu'il faut le changer? Est-ce que vous êtes contre son augmentation? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes en faveur d'un changement des catégories qui sont en place depuis bien longtemps, A, B, C, D, E? Non et non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé ces sujets. Le seuil anti-concentration nous va bien aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des mouvements à peu près partout, des changements d'actionnaires, des groupes qui s'interrogent, des acteurs de l'audiovisuel qui changent de main parce que
la roue tourne et qu'il n'est pas scandaleux après 10, 20, 30 ou 40 ans d'exploitation de voir les choses évoluer. Le seuil anti-concentration, en tout cas, garantit le fait qu'il ne puisse pas y avoir qu'un seul acteur à l'échelle nationale demain. Donc, nous, on est plutôt satisfait du fait que pour l'instant, le seuil n'évolue pas. Et puis, quelle était la deuxième question? Elle m'a échappé. Les changements de catégorie. Oui, non. Alors, très honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça. Non. Moi, je pense que les radios de catégorie A continuent à exister à leur manière. On sait que la radio associative peut être en proie à certaines difficultés. Ça ne nous arrange pas non plus, nous, les radios de proximité, parce que je pense que les radios A étaient souvent des laboratoires pour des animateurs en herbe ou des journalistes qui comme ça, pouvaient avoir un pied à l'étrier. Donc, nous, on est favorable au fait que les A continuent à exister. Les B, je les connais bien. Fonctionne. Il y a pas mal de concentration aussi. On voit bien que des stations qui ont été montées avec beaucoup de passion et un petit peu d'argent il y a une quarantaine d'années peuvent aujourd'hui être un peu leurs actionnaires peuvent être tentés de céder parce que la passion a pu s'étioler après 40 ans d'exploitation. Les catégories C s'interrogent certainement quant à couvrir des territoires plus larges. On a vu quelques groupes s'exprimer en ce sens, mais être rappelés à l'ordre par le régulateur il y a 2 ans maintenant. Donc, moi, je pense que toutes les catégories correspondent aujourd'hui à des familles de radios qui sont, à mes yeux, en tout cas, à leur place dans ces cases-là, quoi. Alors, une question aussi sur la concentration. Donc, au sein des radios du CIRTI, on a vu ces dernières années des radios qui se regroupaient entre elles. Il y a notamment des grands groupes régionaux qui ont mis des budgets assez importants pour acheter des plus petites radios. Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les petites radios CIRTI? Ou est-ce que le CIRTI est voué quelque part à avoir des radios qui sont un peu plus grosses? Non, je crois pas. On a vraiment... je réfléchis, là, je vois des visages face à moi. En répondant, certains exploitent de toutes petites zones, sont sur de tout petits bassins à l'échelle d'une ville, et d'autres prétendent effectivement à toucher des zones plus larges. Je crois qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Ce qui est compliqué aujourd'hui, je dirais, c'est que si on exploite des zones petites sur le plan géographique, c'est le fait qu'on ait encore demain une mesure d'audience qui soit digne de confiance. Parce que je pense qu'il est toujours plus compliqué pour Médiamétrie, qui sont des gens de bonne volonté, qui ont envie de bien faire leur boulot, mais c'est plus compliqué aujourd'hui d'aller sonder à l'échelle d'une petite ville. Si demain l'AIP se généralise, c'est quoi la probabilité pour une station qui touche un bassin de 15 000 personnes d'être effectivement concernée par le fait que quelqu'un puisse sur sa zone fournir de l'audio porté? Donc les problèmes sont plutôt de ce point de vue-là. Après, je crois qu'il y a la place encore pour de petits opérateurs sur de petites zones, entre guillemets. Et puis après, les phénomènes de concentration, je pense qu'il y en a toujours eu. Et encore une fois, on arrive peut-être aujourd'hui à la fin d'un cycle avec des radios qui changent de main parce que, encore une fois, les créateurs avaient 20 ans il y a 40 ans, ils en ont plutôt 60 aujourd'hui. Pour autant, pour contrebalancer ça, moi je vois aussi des affaires familiales aujourd'hui, avec parfois même la 3e génération qui est déjà intégrée à la station, et donc même la jeune génération s'intéresse encore à la radio. C'est la vie, je crois, de toutes les activités que de voir des concentrations à certains endroits se faire, et puis de petits acteurs sur des niches continuer à perdurer. Je ne suis pas certain qu'il y ait plus d'actualité aujourd'hui que ça dans ce domaine. Il y a 10 ans, c'était certainement déjà vrai, et je pense que c'est le cours naturel des activités. Et là, on parle de radio, mais ce serait vrai dans n'importe quel autre métier, à mon avis. Et tu parlais de nouvelle génération, et ce sera ma dernière question. Le mois dernier, on a interviewé Silviano Marchione, qui était directeur du Studec. Le Studec a fermé ses portes il y a quelques mois, et vous avez, j'ai vu une publication qui disait que vous étudiez l'opportunité de peut-être créer des mécanismes de formation au métier de la radio à l'intérieur du CIRTI. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette initiative? Alors, de façon très très pragmatique, on a fait le tour de France de nos adhérents, comme on le fait chaque année d'ailleurs en début d'année 2024. Là. Et il y a eu un certain nombre de thèmes qui ont été abordés à chaque fois dans toutes les réunions de la même manière. Et un sujet qui de façon récurrente est apparu à chaque fois, donc la difficulté de recruter.
quels que soient les métiers de la radio. Le métier de l'animation, le métier des journalistes, ce qui peut paraître paradoxal, parce que s'il y a bien un métier qui est structuré dans sa formation, c'est celui du journalisme. Moi, sur le secteur que j'occupe, j'ai 2 écoles de journalisme à quelques encablures de chez moi, et pour autant, en septembre dernier, j'avais un poste à pourvoir. Ça a été un long chemin. C'était très compliqué de trouver quelqu'un qui nous rejoigne, parce que peut-être que la jeune génération est davantage inspirée par les supports digitaux, YouTube et Dubaï, peut-être que l'actu est du bout de la rue. Mais en tout cas, c'est vrai pour l'animation, donc pour le journalisme, pour les métiers techniques et même pour les métiers commerciaux. Donc de façon un peu à brûle pour point, comme ça, la semaine dernière, en évoquant un certain nombre d'idées, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une école qui forme en définitive à ces métiers-là. J'ai été intéressé par rencontrer l'un de nos adhérents à Lille qui avait créé une école de journalisme, par exemple, de laquelle étaient issus un certain nombre de journalistes qu'après, évidemment, il employait. Donc, il faut peut-être qu'on s'inspire de ça. Alors, effectivement, ça a été repris depuis. Ça a été baptisé, je crois, un peu à la va-vite par je ne sais plus quel journaliste de Sirti Academy. Alors ça va être le nom de code entre nous, c'est certainement pas le nom que ça portera, mais je pense qu'il faut, oui, si on est responsable, il faut qu'on se lance dans cette aventure-là, et en tout cas tous nos adhérents nous disent, quels que soient les territoires, rencontrer ces problèmes-là. Pour finir, c'était vrai dans des territoires ruraux ou semi-ruraux parfois, où les adhérents nous disaient avoir du mal à séduire avec ces territoires-là. C'est aussi vrai dans les grandes villes aujourd'hui. Donc on a un vrai problème structurel de ce point de vue-là, et même les éditeurs de logiciels avec lesquels travaillent toutes nos radios nous disent c'est bien beau qu'on soit demain plus pointu dans l'édition des logiciels avec lesquels vous planifiez vos stations, si plus personne ne sait s'en servir, comment on fera, quoi. Donc faut qu'on aille au bout de cette aventure. C'est Emmanuel Riels, l'un de nos administrateurs, qui va prendre ce chantier en charge, et on va avancer ensemble. Eh bien voilà, avis à la jeune génération, il leur suffit de traverser la rue pour trouver des jobs en radio. Voilà, le message est passé. Christophe Schalk, merci beaucoup, président du Sirti. Merci Olivier, merci à tous, à bientôt. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Et des ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audou. On se retrouve le mois prochain, le 1er juillet. Merci à Rémi Bertolon, à Julien Vigier, à nos invités Hervé Gaucho et Christophe Schalk, et à vous tous qui nous écoutez fidèlement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire vos retours, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Alors, on aime ça, n'hésitez pas, écrivez-nous. Et puis, continuez à parler de ce podcast autour de vous pour continuer à le faire grandir. On se retrouve le mois prochain. Salut! Des ondes Vocast.